Bonsoir Virginie Calmels. Bonsoir Rutel Krief. D'être notre invitée. Vous êtes première adjointe à la ville de Bordeaux, première vice-présidente du Parti Les Républicains et vous publiez « J'assume » aux éditions de l'Observatoire avec un sous-titre « Mais que suis-je allé faire dans cette galère de la politique ?» puisque vous venez de l'entreprise, de la société civile qui était très successful comme on dit, où vous aviez beaucoup de succès et vous êtes entré en politique. Vous racontez pendant ce livre ce passage que vous jugez quand même assez violent et je dois dire que vous balancez pas mal dans le livre. Je dis ce que je pense. Oui, enfin en tout cas, vous répondez aussi à certaines accusations, aux rumeurs, à ce que vous racontez, comment on vous a accueilli à Bordeaux, comment on vous a accueilli à Paris. Enfin voilà, c'est vrai que c'était pas évident. Et vous y allez et puis vous rendez, c'est la réponse de la bergère au berger, évidemment. En même temps, on dit tout quand on dit vous êtes à la fois à Bordeaux et à Paris. On dit Alain Juppé et on dit Laurent Wauquiez. Et on se dit, mais comment elle fait ? Comment est-ce qu'elle peut tenir ce jeu? Ça veut dire que c'est un jeu d'équilibrisme. Évidemment, on se souvient quand même que Laurent Wauquiez, qui était sur ce plateau il y a quelques semaines, a quand même lui aussi pas mal tapé sur Alain Juppé. Et on se dit, mais bon, à force de jouer l'équilibre, elle risque de perdre l'équilibre, elle risque de tomber. Non, parce que c'est deux engagements distincts qui sont complémentaires. Mais l'un, c'est de la politique locale avec un grand maire qui est le maire de Bordeaux, Alain Juppé. J'ai un périmètre de responsabilité, l'économie, vous restez quand même dans le ton de votre livre, ok? Là, je suis pas du tout dans la langue de bois, Ruth. C'est la réalité des faits. Et donc, à Bordeaux, c'est une action municipale, moi en charge de l'emploi, de l'économie. Je le décris d'ailleurs comme une mission passionnante. Je suis très heureuse. J'ai réduit la dépense publique dans mon Laurent périmètre. Wauquiez, il a tapé là-dessus précisément. Et maintenant, oui, alors là, il aurait pu choisir d'autres exemples que la ville de Bordeaux. Il aurait pu s'en passer. Vous lui avez dit? Oui, bien sûr, Rutel Krief. Mais là vous lui avez dit, franchement, c'était dégueulasse. C'était pas bien. Il y a des discussions qu'on peut avoir et que j'ai pas forcément envie d'avoir sur un plateau télé, parce que je considère que ce que j'ai à dire, je le dis aux personnes concernées. Mais enfin là, dans ce livre, vous dites j'assume. Alors j'assume ça aussi. J'assume totalement le tweet que j'ai fait, qui était la parole est d'argent et le silence est d'or. Pourquoi ? Parce que effectivement, d'un côté, j'ai mon mandat local à Bordeaux, avec une ligne politique qui est la mienne, c'est-à-dire libérale dans le domaine économique, forgée dans 20 ans de l'entreprise privée, grands groupes, petites entreprises, et puis un régalien fort, la volonté vraiment qu'on traite les vrais problèmes du pays en termes d'immigration, de sécurité, de police, de justice. C'est ça mon carcan idéologique, on va dire. Et celui-là, il n'a pas changé. J'étais déjà celle qui était libérale. Mais donc en fait, vous êtes libérale à Bordeaux et régalienne à Paris. Non, pas du tout. Je suis les deux. Oui, parce qu'il n'est pas libéral, Wauquiez. Non, mais Alain Juppé n'était pas perçu non plus par les Français comme un grand libéral. Donc moi, en fait, j'apporte justement une forme de complémentarité à des lignes politiques, et notamment celle de Laurent Wauquiez. C'est autre chose, c'est un autre engagement. C'est un engagement national pour reconstruire la famille de la droite. Ce que je décris dans mon livre, c'est quand même qu'on a vécu des heures un peu étonnantes, et notamment cette campagne présidentielle de 2017. Et moi, j'en tire aussi quelques enseignements pour l'avenir. Un des premiers enseignements, c'est qu'il faut se rassembler, c'est qu'il faut arrêter les divisions. C'est que ce monde politique, pourquoi je le trouve violent? Parce que les coups viennent souvent de l'intérieur, des gens qui sont tout à côté de vous, de la même famille politique. Quand on vient de l'entreprise, on joue collectif. Ça arrive aussi dans l'entreprise. On tire moins sur son voisin, et en tout cas, Rutel Krief, on ne le fait pas par médias interposés, via la presse ou via beaucoup d'informations sous couvert d'anonymat, de on dit, de un proche de Virginie Calmels qui est en fait quelqu'un qui me déteste et qui me veut du mal, et ainsi de suite. Donc on est quand même dans un environnement différent. Maintenant, pour le national, pour moi, il est essentiel, et j'essaye de l'expliquer, que la droite se reconstruise, parce qu'il y a un champ politique entre Emmanuel Macron, d'un côté, qui n'est pas un libéral, qui est un social-démocrate, juste pour vérifier, le Front National. La rumeur, etc., vous le savez, c'était que après les élections législatives, vous avez voulu le rejoindre, Emmanuel Macron. Rutel Krief, sur ce même plateau, vous m'aviez posé la même question. Pourquoi? Parce que cette rumeur, qui vient apparemment de Matignon, puisqu'ils disent un proche de Matignon, revient à chaque fois, visiblement, que le Premier ministre est en difficulté. C'est-à-dire, au moment de l'élection de Laurent Wauquiez, 8 jours avant, vous m'aviez invité pour répondre à ça. Et là, c'est hop, au moment de la sortie de mon livre. La vérité, et je la décris dans mon livre, elle est tout autre. C'est que les macronistes m'ont fait des propositions,
d'ailleurs bien avant même que le Premier ministre soit désigné. Moi, j'ai refusé parce que j'ai eu envie de rester fidèle à ma famille politique et d'être claire par rapport à mes engagements et à mes convictions. Dans ce livre, effectivement, vous ne le soignez pas, vous ne le ménagez pas, le Premier ministre, Édouard Philippe. Et ça fait partie d'ailleurs des coulisses intéressantes qu'on peut lire sur une campagne, parce que vous décrivez une campagne d'Alain Juppé avec un entourage qui le protège, mais à un point où il n'entend plus rien, et notamment pas vos messages. Et en fait, il y avait dans cet entourage, il y a notamment Édouard Philippe. Mais ça tombe bien, c'est votre adversaire politique aujourd'hui. Mais en l'occurrence, je pense, et c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, qu'au fond, il n'y a pas de hasard. C'est-à-dire qu'il y avait deux lignes chez les juppéistes, et je l'explique clairement. Il y avait la ligne, et j'appartiens à cette ligne-là, du projet régalien d'Alain Juppé, qui était parfaitement décrit dans un livre qui s'appelle « Pour un État fort ». Et là, on est sur des quotas d'immigration, la restauration des peines planchées, l'aménagement de l'aide médicale d'État, du regroupement familial, etc. C'est-à-dire un projet fort en termes de régalien au sens large. Et puis de l'autre côté, il y avait cette petite musique de l'identité heureuse. Et il n'y a que Alain Juppé lui-même qui a fait la synthèse des deux. Mais en fait, il y avait bien deux équipes, au fond, derrière le juppéisme de cette primaire. Et Édouard Philippe, c'est de notoriété publique, je le raconte dans mon livre. Au Havre, il a mis à la poubelle des mousses au chocolat parce qu'elles contenaient de la lécithine de porc. Benoît Apparu s'était prononcé publiquement pour le financement des mosquées par l'État. Ils étaient tous les deux porte-parole d'Alain Juppé. Donc en fait, c'est la musique de l'identité heureuse qui a couvert, voire fait oublier le projet régalien d'Alain Juppé. Et c'est ce que j'explique en montrant que finalement, on comprend qu'il y en a certains qui sont allés vers Emmanuel Macron et d'autres, comme moi, qui considèrent que la famille politique, c'est-à-dire la famille qui répond à mes convictions, c'est bien cette famille de la droite. Et c'est pour ça que j'ai accepté la main tendue de Laurent Wauquiez pour que la droite, elle marche sur ses deux pieds, les libéraux et les conservateurs. Alors vous dites « j'assume ». C'est les mêmes mots qu'il a dit à Laurent Wauquiez. J'avais fini mon livre avant, cher Autel-Krief. Le sort de l'interview sur notre plateau, il a dit aussi « j'assume ». Sauf que lui, il assume à peu près le contraire de ce que vous assumez comme ligne. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Non, c'est pas du tout le contraire. Il est quand même on a des différences sur le plus sociétal. souverainiste, plus protectionniste, plus sur les questions européennes. On va voir, Autel-Krief. Je pense que le débat, notamment sur la ligne pour les prochaines européennes, va être déterminant pour notre famille politique. Mais nous avons un socle commun, un socle de valeurs communes. Et le travail, le mérite, la protection des Français, la volonté de restaurer l'ascenseur social, de se soucier du bien commun, c'est ça qui nous réunit à droite. Moi, j'en peux plus d'avoir encore des hausses d'impôts. Le gouvernement Macron, c'est 4,5 milliards d'impôts supplémentaires pour les Français. La hausse de la CSG, c'est quelque part la continuité de la politique gouvernementale de François Hollande. Donc nous, on offre autre chose. Et on l'offre avec nos sensibilités qui sont là encore complémentaires. Qui sont différentes. Parce que je vous donne un exemple. Au sein des Républicains aujourd'hui, sur la réforme de la SNCF, il y a Guillaume Pelletier qui a dit non, on ne la votera pas. Vous, qu'est-ce que vous dites ? Sur la SNCF, c'est compliqué parce que, comme toujours, moi qui suis libérale, je considère que c'est bien d'ouvrir à la concurrence et je m'étais prononcée comme telle dans ma campagne des régionales en Nouvelle-Aquitaine. Donc je suis favorable à l'ouverture à la concurrence des TER notamment. En revanche, et c'est là où je rejoindrai Guillaume Pelletier, c'est qu'il ne traite pas, une fois encore, le gouvernement, c'est beaucoup des annonces et quand on creuse un peu, c'est pas les vraies solutions, il ne traite pas le problème des retraites. Et les retraites... C'est prévu pour après, théoriquement. C'est ce qu'ils nous disent. Mais là, dans le grand public, l'intérêt, c'est de savoir si finalement, oui ou non, on va en sortir avec des régimes extrêmement différents, alors que nous, ce que l'on prône, c'est une forme de justice. Attendez, alors Virginie Calvez, donc oui ou non, si vous étiez député aujourd'hui, parce que Damien Abad, qui est l'autre vice-président et qui est centriste, plus libéral, enfin plus proche de vous que Guillaume Pelletier, lui, il dit... Oui, je voterai cette réforme. Parce qu'on l'a demandé quand on était dans l'opposition. Ce serait bizarre de ne pas la voter. Mais là encore, alors vous dites quoi ? Je pense, Autel-Krief, ce qui est important, c'est pas que de savoir si oui ou non on la voterait. Je pense que je l'aurais voté. Voilà, pour répondre brièvement. Oui, soyons clairs. Néanmoins, ce qui est important, c'est que parfois c'est l'arbre qui cache la forêt. C'est comme les ordonnances loi travail. Évidemment que je les aurais votées, ces ordonnances loi travail. Est-ce que pour autant, je considère que le gouvernement a résolu les problématiques des chefs d'entreprise ?
quand vous voyez encore ce pauvre boulanger qui se fait taxer par l'inspection du travail parce qu'il travaille trop. Mais on marche sur la tête dans notre pays. Moi, je viens de l'entreprise, je me dis, mais il faut des solutions pragmatiques et laisser travailler les gens qui ont envie de bosser. Et tant mieux qu'on ait des personnes qui ont envie comme ça. Si je résume. Parfois, on peut dire qu'on voterait, mais que pour autant, on passe quand même à côté et sur la SNCF, on passe à côté d'un problème majeur qui est la retraite des cheminots. Mais oui, sur l'ouverture à la concurrence. Donc il y a des lignes différentes dans le même parti et vous en êtes une des représentantes. Mais voilà. c'est la force d'un parti. Moi, j'avais créé, et vous le savez, mon mouvement qui s'appelle Droite Libre. Au sein de ce mouvement, il n'y a pas de problème pour pousser des idées plus libérales que peut-être ce que feront ensemble, dans un débat d'idées, la famille des Républicains. Notre intérêt, c'est notre complémentarité et la force de nos sensibilités. Mais ça a toujours existé, rappelez-vous. Pasqua, Seguin, Balladur, Sarkozy, Juppé, Fillon. Mais ça a explosé aussi, justement. Est-ce qu'il reste suffisamment? Je ne suis pas tout à fait d'accord. Et je le raconte dans le livre. Des raisons pour lesquelles ça a explosé. Je pense qu'on avait un projet à droite qui était totalement... C'était des raisons personnelles, finalement. Mais bien sûr, et c'est lié aux hommes. Mais quand vous regardez les projets, que ce soit le projet d'Alain Juppé, le projet de François Fillon, le projet de Nicolas Sarkozy, 90% du projet était commun. Les candidats à la primaire, finalement, ont apporté des sensibilités différentes, mais surtout une expérience, une façon d'être. Des personnalités Exactement. différentes. Justement, et c'est d'ailleurs là-dessus que les électeurs se sont décidés, je pense. Nicolas Sarkozy, vous voyez, il a reçu aujourd'hui Laurent Wauquiez. J'ai pas eu de compte-rendu de leur interview, je suis désolée. De leur entrevue. Parce que, est-ce que vous avez été choqué lorsque Laurent Wauquiez dit que Nicolas Sarkozy faisait écouter ses ministres, par exemple? Ruth Elkrief. Si je n'ai pas voulu prendre la parole, c'est parce que j'ai pas envie de tirer contre mon camp. C'est parce que je pense que, et je l'explique, ce monde politique est peut-être trop fait de haine recuite, de volonté de distribuer les bons et les mauvais points à Pierre-Paul Jacques. Donc parfois, il vaut mieux se taire. Je pense que tout le monde aura compris qu'il y a certains propos que ça veut pas forcément dire que je les cautionne. Ça veut dire que j'ai eu simplement envie de ne pas mettre de l'huile sur le feu. Je crois que cette affaire a beaucoup parlé, beaucoup trop d'ailleurs. 22 000 articles de presse en 3 semaines sur cette affaire. Je pense que les Français ont plutôt envie qu'on leur parle de leurs problématiques à eux que des invectives entre Pierre-Paul et Jacques. Demain, Nicolas Sarkozy il va accompagner, il va être aux côtés de Gérald Darmanin, un ministre d'Emmanuel Macron. Mais l'amitié, ça existe, Ruth Elkrief, même en politique. Et heureusement, moi, vous savez, j'ai parfois des très très bonnes relations avec des personnes qui ne sont pas de ma famille politique. Je pense que Nicolas Sarkozy montre, là, d'abord ce qu'on sait déjà, c'est pas un homme sectaire, et c'est pas parce que Gérald Darmanin est devenu ministre d'Emmanuel Macron que l'homme, en tant que tel, peut pas rester ami avec un autre homme. En revanche, on ne partage pas cette vision, et moi, j'essaye de l'expliquer là encore dans le livre, c'est que c'est vraiment une forme de malhonnêteté intellectuelle que de faire croire que le gouvernement actuel appliquerait le projet d'Alain Juppé qui en fait était le même que le projet de François Fillon à quelques détails près. Dans ce livre, est-ce que vous vous remettez un peu en cause ? Est-ce que vous faites un peu d'autocritique ? Oui, je l'ai lu, j'en ai pas trouvé énormément. J'ai trouvé des passages très intéressants. J'ai pas trouvé beaucoup d'autocritique. En l'occurrence, c'est pas pour parler essentiellement de moi, c'est plutôt pour parler de choses dont j'ai été témoin. Je parle de moi au début sur le premier chapitre parce que beaucoup de gens ne me connaissent pas. Mais après, c'est plutôt des grands hommes politiques dont je parle. C'est plutôt la rencontre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, Alain Juppé. Et notamment, j'ai été témoin et au cœur de cette période entre le 1er mars et le 6 mars, du fameux plan B, du Trocadéro, etc. En revanche, oui, je me remets en cause, et vous le verrez, par rapport à Bordeaux et à mes collègues qui étaient peut-être un peu déçu qu'Alain Juppé soit allé chercher à l'extérieur quelqu'un pour lui succéder. Et non, je les appelle gentiment les is no good parce qu'il y avait une poignée de personnes, c'est 5 personnes, c'est rien du tout, mais qui m'a accueilli effectivement assez négativement. Et de ce point de vue-là, oui, je me remets j'ai fait mon mea culpa du fait que quand vous venez de l'entreprise, là encore, moi je suis très focalisée sur les résultats. J'ai eu envie d'avoir des résultats et je suis fière de mes résultats. Moins 30% sur la dépense publique, mais vous n'avez pas pris de gants et vous n'avez pas... Oui, puis peut-être j'ai pas assez compris qu'il fallait aussi prendre du temps, échanger indépendamment de mon périmètre de responsabilité et être peut-être plus dans l'humain. Je parle avec mes collègues parce qu'avec les Bordelaises et les Bordelais, là j'ai eu un super accueil et honnêtement il y a eu des vrais échanges humains. D'ailleurs c'est ce que je décris pour ma campagne des régionales. C'est très agréable quand vous êtes au contact direct des personnes. J'assume. Virginie Calmels aux éditions de l'Observatoire. Merci d'être venue sur notre plateau.